Merci pour votre présence nombreuse. Ce soir est peut-être pas un aboutissement pour la démarche des APEX, en tout cas certainement un point culminant, parce que vous allez voir que ça continue. Moi, je n'en dis pas plus, je serai votre humble animateur pendant cette soirée d'annonce des lauréats, et je cède tout de suite la parole à Lamia El Harraj pour un propos introductif. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup pour votre... Vous m'entendez ? Ouais, ok. J'essaye de mettre le micro à bonne hauteur parce que comme je suis très grande. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'était un événement qui était particulièrement important pour nous. Il me tenait particulièrement à cœur puisque ce soir nous allons dévoiler les lauréats de l'appel à initiative que nous avons mis en œuvre à la fin de l'année dernière. Et donc je vais me permettre de vous le resituer un tout petit peu pour être bien au fait du contexte dans lequel on a souhaité travailler. Donc en novembre dernier, nous avons voté, la ville de Paris a voté à l'unanimité de sa majorité le nouveau PLU bioclimatique de la ville de Paris. Au-delà de ça, un PLU qui marque un certain nombre d'innovations, qui introduit un certain nombre d'éléments nouveaux, qui nous apparaissait extrêmement important dans le contexte, je dirais, politique et climatique dans lequel on s'inscrit. Je ne vous ferai pas l'offense de refaire l'exégèse du PLU, je crois qu'on a eu l'occasion d'en échanger à de nombreuses reprises et dans différents cadres, mais en tout cas c'est un PLU qui s'inscrit dans un contexte de bouleversement climatique où de façon très concrète, il fera 50 degrés à Paris demain, donc comment est-ce qu'on est en capacité d'assurer la durabilité de notre ville dans un contexte où de plus en plus de logements sont vacants, où de plus en plus de personnes sont demandeuses de logements publics, de logements sociaux, et où nous peinons à y répondre en dépit du volontarisme politique très fort que nous affichons. Je le rappelle, la ville de Paris, c'est près de 27%, 30% de logements sociaux aujourd'hui, un objectif ambitieux que la maire a fixé, Anne Hidalgo, de 40% de logements publics dans les prochaines années. Des initiatives telles que le bail réel solidaire qui rencontre un succès fou, je dois le dire, deux premiers pools de BRS qui ont été lancés à Saint-Vincent-de-Paul et à Piton-du-Vernois, où en quelques jours on s'est retrouvé avec des milliers de candidatures sur ces initiatives-là. Donc un vrai besoin de comment est-ce qu'on est en capacité de continuer à permettre aux gens de se loger à Paris. Un autre enjeu sur comment est-ce qu'on préserve l'âme de notre ville, et j'aurai l'occasion d'y revenir, ne pas avoir des quartiers monofonctionnels où plus rien ne se passe, passer 19h parce qu'il n'y a que des bureaux. Comment est-ce qu'on préserve cette identité singulière qui est celle des rues parisiennes et de cette ambiance particulière de Paris. Et enfin, un dernier élément sur comment est-ce qu'on conserve l'attractivité économique de Paris. Et moi, ce que je souhaitais vous dire, m'adresser à vous toutes et tous qui êtes présents ce soir, c'est que ce PLU n'est pas un outil pour vous empêcher de faire à Paris, mais au contraire, c'est un outil puissant sur le plan réglementaire pour nous permettre de continuer à faire ensemble la ville de demain, mais avec des règles qui sont en capacité de s'adapter aux changements de mode de vie, aux nouveaux usages et aux changements climatiques, et c'est extrêmement important. Donc ce soir, c'est la continuité de la soirée que nous avons eue au pavillon de l'Arsenal en novembre dernier, c'était le 14 novembre, et où nous vous avions présenté cette initiative qui était de faire un démonstrateur de PLU. Très concrètement, cet objet, qui est le démonstrateur, que nous avons intitulé les APEX, donc les architectures parisiennes exemplaires, avait pour objectif de montrer que ces nouvelles règles de PLU, d'abord pour un certain nombre d'entre vous, vous les appliquiez déjà, nous les appliquions déjà depuis quelques années, que c'est un outil qui est sans doute un peu plus contraignant que ce que vous pouviez connaître auparavant, mais qu'à terme, c'est un outil qui nous permet de continuer à préserver cette ville et à faire en sorte qu'elle reste désirable, qu'elle reste enviable, qu'elle reste ce phare dans la lumière à l'échelle internationale, et que nous souhaitions vous accompagner dans une démarche d'appel à projet, d'appel à initiative, je ne sais pas quelle est la bonne formulation, mais en tout cas, nous avions sollicité toutes celles et ceux parmi vous qui souhaitaient participer à ce démonstrateur pour mettre au pot commun un bien, une parcelle, une propriété, une initiative qui pouvait permettre d'illustrer ce PLU bioclimatique.
Et donc derrière, notre ambition et l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble, c'est que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement dédié par une task force de l'ADU, de mes équipes, de l'ensemble des équipes de la ville, que je remercie particulièrement pour leur engagement, de façon à accélérer vos obtentions de permis d'une part, et au-delà de ça, de faire la démonstration ensemble que ce PLU est un outil puissant au service d'une ville meilleure demain. Donc je tiens d'abord à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé, l'ensemble des initiatives qui nous ont été présentées. Vous avez été extrêmement nombreux et donc l'ensemble de ces initiatives ont été analysées avec la rigueur qu'on connaît à la direction de l'urbanisme, dont je salue les équipes et particulièrement Ariane Boulot qui est présente aujourd'hui. Et nous avons mis en œuvre un comité de sélection, une commission de sélection, pardon, parce qu'à la ville de Paris on aime beaucoup les comités, donc une commission de sélection avec particulièrement Alexandre Labasse de la Pure que je salue, Marion Valère du Pavillon de l'Arsenal que je salue aussi, Émile Meunier et Jacques Baudrier que je n'ai pas vu mais que je salue particulièrement, et évidemment l'ensemble des équipes de la direction de l'urbanisme. Donc ce soir nous allons vous présenter ces différents projets, ces acteurs et surtout les différentes réponses qui ont été proposées et qui sont extrêmement intéressantes puisque chacune d'entre elles vient illustrer un morceau différent de ce PLU et de l'ambition que nous avons fixée dans le cadre de ce PLU et dans le cadre, je dirais, de l'adaptation de la ville aux défis mondiaux, environnementaux, sociétaux, sociaux auxquels nous sommes confrontés d'ores et déjà et qui vont s'accentuer dans les prochaines années. Donc peut-être quelques éléments de réflexion que je tenais à vous partager, quelques éléments peut-être de préoccupation, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, mais en tout cas des éléments que je crois nous devons avoir en tête pour, dans les prochaines années, bien les prendre en compte et essayer d'y répondre avec la particularité, surtout l'humilité que nous devons à cette ville absolument magnifique que nous aimons tous et qui est Paris. D'abord, quel est le style parisien? Je crois que c'est une question importante. On était au MIPIM la semaine dernière avec quelques-uns d'entre vous, je reconnais des visages dans la salle, et on a eu l'occasion de discuter de cela. Comment est-ce que l'architecture, comment est-ce que l'urbanisme, elle est en capacité d'être extrêmement humble, notamment dans une ville comme Paris? Comment est-ce qu'on est en capacité, tous ensemble, de préserver cette âme architecturale et cette singularité architecturale qui est celle de Paris? On a vu foisonner ici et là un certain nombre de projets assez divers, parfois dans leurs interventions et dans ce qu'ils étaient en capacité de proposer, et à mon sens pas toujours en adéquation avec cette ambition que nous devons avoir pour Paris. Je crois que quand on observe un bâtiment parisien, on est en capacité de se dire que nulle part ailleurs dans le monde le même bâtiment existe. Juste avant, j'ai dit qu'il fallait être extrêmement humble, donc vous voyez, je m'applique parfaitement l'adage, mais je crois que c'est important pour nous de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on n'est pas dans une uniformisation du paysage, comment est-ce qu'on est en capacité de se situer à la bonne hauteur d'enjeu dans une ville comme Paris, et comment est-ce qu'on est en capacité d'être extrêmement, je le redis, mais humble dans notre façon d'appréhender l'architecture parisienne, et donc de bien s'insérer dans cette ville où je crois qu'il est important, en tout cas moi c'est ce que je me dis tous les jours en tant qu'élue adjointe à la maire dans cette capitale, c'est qu'il ne faut pas essayer d'imprimer son propre style à Paris, parce qu'en réalité Paris est une ville qui vous écrase complètement toutes et tous, et moi y compris, puisqu'elle porte en elle d'abord une stratification très diverse et très riche de gestes architecturaux et de gestes urbains, et que Paris de toute façon appréhendera tous ces éléments individuels pour en faire la particularité qui est celle de cette ville. Et je crois que c'est extrêmement important de le garder en tête pour les projets à venir, ceux qu'on va vous présenter ce soir, mais plus globalement ceux qui vont venir. Je voudrais prendre un exemple particulier, et ceux qui ont déjà eu l'occasion de m'entendre ou d'échanger ensemble le savent, j'ai une attention très particulière à la question des toits parisiens. Les toits parisiens, gris, en zinc, qui font l'objet de beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut les classer? Est-ce qu'il ne faut pas les classer? Est-ce qu'il faut classer le métier des couvreurs zinqueurs? Ça se dit? Couvreurs zinqueurs? Ouais. Des couvreurs parisiens. Comment est-ce qu'on garde cette spécificité parisienne qui est celle des toits?
Mais pour autant, cette spécificité parisienne qui est celle des toits, si nous ne l'adaptons pas au changement climatique, si nous ne la végétalisons pas, si nous n'en profitons pas pour, pourquoi pas, ouvrir d'autres perspectives, notamment sur la question de l'économie de mètres carrés qu'on connaît dans cette ville extrêmement dense, je crois qu'on passe à côté de l'histoire et qu'on passe à côté de quelque chose. La végétalisation des toits de Paris sera, je crois, dans les prochaines années, un élément fondamental de l'architecture parisienne. Et je pense qu'il faut absolument que nous ayons une réflexion à l'échelle parisienne, mais plus globalement à l'échelle européenne, sur le geste architectural à l'aune de l'adaptation de la ville au changement climatique, et plus particulièrement dans une ville comme la nôtre, comment est-ce qu'on réfléchit à cette question de l'adaptation de nos toits parisiens, comment est-ce qu'on préserve leur singularité tout en les adaptant aux usages modernes et aux enjeux du changement climatique. Le deuxième sujet qui va beaucoup nous occuper dans les prochaines années, c'est celle du patrimoine. On a beaucoup de débats en ce moment, puisque après le PLU bioclimatique, nous allons devoir nous attaquer au PSMV, vous le savez, sur le secteur du Marais et sur le 7e arrondissement. Et nous avons quelques différences de vision politique sur ce que doit être le patrimoine tout court et le patrimoine particulier qui est celui de Paris. Et je voudrais vous en dire quelques mots, vous dire comment est-ce que, très modestement, je perçois cet enjeu patrimonial. On a des débats qui sont vieux comme le monde, en réalité, sur le patrimoine doit rester figé dans le passé, surtout il faut que rien ne bouge parce que quand même c'était mieux avant. Et puis, je pense qu'on peut porter une autre vision, parce que je crois que nos générations, vos générations, ont autant de talents créatifs, de capacités inventives, de capacités de transformation et de création patrimoniale que les générations d'avant. Et je crois que nous avons la responsabilité, en tout cas c'est ce que, très modestement, je souhaite pouvoir apporter à cette place-là qui est la mienne en ce moment à Paris, c'est de dire que le patrimoine de demain, vous en êtes les créateurs, vous en êtes les inventeurs. Et moi, j'ai confiance dans notre capacité collective à créer ce patrimoine-là demain. Et je pense qu'il sera aussi beau que celui d'hier et aussi beau que celui d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ces deux visions-là du monde qui se confrontent dans les prochains temps, qui sont parfois assez violents, d'ailleurs. Quelque part, si je devais le résumer en étant un peu caricatural, mais comme je fais de la politique, vous m'en voudrez pas, il y a en gros une vision un petit peu réac du monde d'avant. C'était mieux avant, et puis les anciens avaient raison. Et une vision sans doute un tantinet plus progressiste de dire laissons faire les générations d'aujourd'hui et particulièrement celles de demain. Et je pense que nous serons en capacité de créer de très belles choses ensemble. Donc pour moi, je crois que le patrimoine, il doit répondre aujourd'hui à deux impératifs. D'abord, l'adaptation aux usages modernes, parce qu'avoir un très beau patrimoine dont personne ne profite, je ne suis pas sûre que ce soit une société enviable ou désirable pour les générations à venir. Deuxièmement, ce patrimoine, il doit s'adapter au changement climatique, parce que les toits de Paris, ils sont très beaux. L'été, il y fait un peu plus de 70 degrés. Donc autant vous dire que ce n'est pas une question là, de beauté ou d'esthétique ou d'architecture, c'est une question de survie, en fait, de façon très simpliste pour notre espèce et pour les générations à venir. Et là aussi, je pense que vous tenez entre vos mains cette capacité à préserver et à adapter le patrimoine, mais surtout à créer le patrimoine de demain. Et je pense qu'il ne faut pas confronter l'haussmannien au plus moderne, il ne faut pas opposer un geste architectural plus moderne, plus créatif que ce qui a pu se faire dans les années 1800, mais je pense qu'il faut réussir à s'intégrer dans cette vision globale et dans ce geste architectural global qui fait au final la singularité de Paris, puisque si j'en reviens à mon propos liminaire, de toute façon, Paris englobe tout, écrase tout et au final porte en elle sa propre beauté et sa singularité. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. Sur l'APEX, figurez-vous qu'on ne va rien vous présenter de très spectaculaire, justement parce que nous avons tenu à cette humilité du geste, nous avons tenu à la préservation de cette singularité et nous avons surtout tenu à gagner pour vous en efficacité. Et j'aimerais aussi en dire un mot, puisque vous êtes plusieurs partenaires, je dirais, privé, enfin pardon, c'est pas pour opposer le public au privé, mais de dire que le public et le privé doivent marcher ensemble sur leurs deux jambes. Et pour en avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, il y a deux sujets là aussi qui me paraissent extrêmement importants.
Comment est-ce qu'on est en capacité, collectivement, avec toutes les difficultés et les singularités et l'amour de la complexité administrative qui est celle de notre pays, comment est-ce qu'on est en capacité de vous simplifier la vie au maximum? Je sais qu'il y a souvent des questions de délai, de délivrance des permis, de délai d'intervention des différents protagonistes obligatoires et réglementaires sur vos dossiers. Et c'est justement ce qu'on a voulu mettre en place avec cette task force. Et au-delà de la sélection de projets, c'est aussi être à l'écoute, pouvoir échanger avec vous, pouvoir travailler avec vous et essayer au maximum de faire en sorte de vous simplifier la vie, parce qu'à chaque fois qu'un permis est refusé, à chaque fois que l'un de vous se trouve dans une situation d'échec, ne pensez surtout pas que c'est quelque chose que nous vivons comme quelque chose de positif. C'est un échec d'abord pour nous, et donc nous devons y réfléchir collectivement. Et ensuite, vous dire aussi que nous sommes à vos côtés pour essayer de réfléchir ensemble et de travailler sur ce que j'évoquais, à savoir notamment une réflexion sur le geste architectural parisien à l'aune de l'ère bioclimatique, et que je souhaiterais que nous puissions porter cette réflexion à une échelle plus globale, européenne, pourquoi pas même internationale, pour permettre aux artistes que vous êtes, vous les architectes, de pouvoir continuer à travailler avec autant d'abord d'énergie, mais au-delà de ça, d'ambition, et que nous puissions, nous, en tant qu'acteurs publics, la retrouver dans la réalisation finale. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter, donc je ne serai pas beaucoup plus longue et je vais laisser la parole à notre animateur qui va présenter désormais les lauréats avec les différents intervenants que je remercie par avance de leur présence et de leurs interventions. Merci beaucoup, Lamia El-Harraj, mais on ne se quitte pas de toute manière. Vous venez à mes côtés, si vous en êtes d'accord, restez en plateau. Et effectivement, nous allons recevoir les intervenants qui vont passer la soirée avec nous et vont nous aider à décrypter ces lauréats, en plus de philosopher avec nous, continuer à philosopher sur le pourquoi et comment. Donc je vais vous proposer d'accueillir Ariane Boulot, qui est la directrice de l'urbanisme de la ville de Paris, aux côtés de Caroline Haas, qui est la directrice de la construction et de l'architecture de la ville de Paris, Cécile Bellard-Duplantis, directrice générale de Paris Habitat. Soyez la bienvenue, Cécile. Et enfin, il a déjà été nommé l'incontournable, indispensable Alexandre Labasse, le directeur général de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme. À vrai dire, Lamia El-Harraj a déjà dit l'essentiel sur ce projet, sur la démarche APEX, dont vous comprenez que ces architectures parisiennes sont exemplaires d'abord parce qu'elles se placent à un très haut niveau d'exigence, malgré leur humilité, sur un certain nombre de paramètres sur lesquels on va zoomer progressivement au fil de la soirée, et exemplaires aussi parce qu'elles sont littéralement des exemples de ce que peut et de ce que va et de ce que doit produire le nouveau document d'urbanisme de la ville de Paris, le PLU-B. Je disais en commençant que ce n'était pas un aboutissement, puisqu'effectivement, la démarche va se poursuivre avec cette fameuse task force dont nous a parlé Lamia El-Harraj. Toujours est-il que ce soir, les lauréats sont classés en 4 grandes familles, en 4 grands thèmes qui structurent la démarche, mais qui aussi irriguent naturellement le fameux PLU-B. On va les prendre donc un par un, ces grands chapitres, en commençant par celui de la nature en ville, protéger et renforcer la nature en ville. C'est un des grands chapitres de la démarche APEX. Que vient nous dire Ariane Boulot, chère Ariane Boulot, le PLU sur cette question? Merci Hugo. Donc effectivement, la nature en ville, la question de la prise en compte de la biodiversité, c'est un enjeu majeur du PLU bioclimatique. Pour rappeler quand même à tout le monde quelques chiffres qui s'imposent à nous, nous avons comme objectif d'avoir d'ici 2050 40% du territoire parisien qui sera désimperméabilisé. Sachant qu'aujourd'hui, on est à 26%. Donc prenons collectivement la mesure de ce que ça veut dire en intervention sur le sol, sur la désimperméabilisation des sols, la création effectivement d'espaces verts de pleine terre. L'autre chiffre qu'il faut retenir, c'est le nombre de mètres carrés d'espaces verts par habitant. L'objectif est d'atteindre 10 mètres carrés d'espaces verts par habitant, là où aujourd'hui on est à 8,6 mètres carrés par habitant. Ce qui est très important dans le PLU bioclimatique, c'est qu'il y a un changement de paradigme par rapport à la nature. On quitte vraiment l'idée d'une nature spectacle, d'une nature à voir, pour rentrer dans un écosystème
où on prend en compte la nature, la biodiversité, le vivant en ville comme étant un élément du bien-être à l'intérieur de notre cité. Ça se décline dans différents aspects du PLU, bien évidemment dans le plan d'aménagement et de développement durable, qui est vraiment le chapeau de notre document réglementaire, qui exprime de manière extrêmement volontariste cet enjeu. Et j'insiste vraiment sur la question du traitement des sols. Vous avez lu le rapport de l'OCDE qui met en alerte sur les risques de sécheresse en Île-de-France. Le PLU bioclimatique intègre bien évidemment cet enjeu-là pour nous permettre à tous d'être au rendez-vous et de travailler sur l'infiltration des eaux dans nos parcelles. Cet objectif se décline ensuite à l'intérieur de l'OAP biodiversité, qui reprend évidemment ses objectifs de désimperméabilisation, de création d'îlots de fraîcheur, de végétalisation sur nos immeubles. Et sans surprise, ça se retrouve évidemment dans le règlement, le chapitre 4, qui traite à la fois des espaces de pleine terre, de la végétation, de la végétalisation du bâti, des compensations aussi sur les essences. C'est vraiment quelque chose de très singulier. Les rapports de proportion sur les volumes foliaires des arbres, en postulant bien évidemment qu'on essaye de préserver les arbres en place, mais que dans l'hypothèse où il y aurait un abattage, il y a des compensations qui sont demandées et qui sont plus ou moins exigeantes, mais qui le sont de base de manière assez élevée, sur des arbres à mettre en lieu et place de ceux qu'on aurait retirés. Donc retenez vraiment que le principe, l'esprit du PLU bioclimatique sur la question de la nature en ville, c'est de considérer qu'elle nous accompagne, qu'elle nous est indispensable, qu'il faut que l'ensemble de nos projets lui fassent place. C'est la condition de notre bien-être. Bon ben voilà quelques mots d'ordre pour les architectes pour qui ce sont les règles du jeu désormais. Effectivement, je vous propose qu'on, sans plus de roulement de tambour, on commence à dévoiler les lauréats de cette première catégorie. Donc allons-y. Le premier lauréat, du coup, dans la catégorie protéger et renforcer la nature est le Préau Fessard, qu'on peut applaudir effectivement. Donc un morceau de patrimoine du 20e végétalisé, on rezoomera dessus dans un instant. Tout à l'heure on parlait d'humilité, je vous propose qu'on regarde le deuxième lauréat qui est la cour d'un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement, par Groupama Architectes avec Arcade. Je n'ai pas cité le précédent, alors je répare mon erreur tout de suite. C'était Paris Habitat avec Villemar et Associés, Meta et Céline Orschinger. Le suivant, le lot E de la ZAC Chapelle-Charbon, donc la ville de Paris avec LA Architecture. Un équipement parisien avec agriculture urbaine en toiture. Et le dernier, la toiture terrasse végétalisée d'un immeuble à Paris Centre, porté par un particulier avec Roofscape. On peut également applaudir ces fameuses architectures légères dont parlait Lamia El Haraj. Alors, Ariane Boulot, qu'est-ce qu'on vient de voir? Est-ce que tout ça exemplifie correctement ce PLUB dont tu nous as déjà un petit peu parlé? Alors oui, ces 4 projets sont vraiment des illustrations de chacune des attentes du PLU bioclimatique sur la question de la nature en ville. Le premier projet, Préau Fessard, c'est vraiment une réhabilitation. Alors, je précise que chacun des projets coche beaucoup d'objectifs du PLU bioclimatique et que c'est très réducteur de les cibler uniquement là-dessus. Mais en l'espèce, sur la question de la nature en ville, sur ce projet, Paris Habitat et son maître d'œuvre nous font une proposition qui est extrêmement séduisante, avec presque 3000 m² d'espace vert et puis une désimperméabilisation majeure de cet îlot. Donc au-delà de la rénovation du patrimoine locatif, on a là bien l'intégration d'une nouvelle démarche, d'un nouveau confort de vie pour les habitants et singulièrement pour les locataires de ce patrimoine. C'est vraiment une très très belle proposition. Sur le deuxième projet, c'est ce que je dirais, c'est une perle dans un collier, et il y aura plein d'autres perles. C'est vraiment une démonstration de ce qu'on peut faire sur un petit cœur d'îlot, travailler à la création d'un îlot de fraîcheur, redonner à voir un vrai confort d'usage à l'intérieur de cet îlot. Et j'ai bon espoir que Groupama engage avec ce projet toute une série d'autres interventions de nature analogue.
Sur le lot E de la ZAC Chapelle-Charbon, on est là sur la démonstration qu'il est possible de réaliser des équipements publics qui soient extrêmement bénéfiques au-delà de leur fonction et de leur architecture pour le quartier qui les accueille, avec un espace oasis à l'intérieur qui sera autant d'îlots de fraîcheur pour les usagers, avec de l'agriculture urbaine prévue dans le programme. Donc on est là sur une démonstration d'une maîtrise d'ouvrage extrêmement exigeante et je crois qu'on peut les en féliciter. Et puis le dernier projet, il est l'exemple de la lutte contre le réchauffement des toits. Et je crois qu'il nous apporte aussi une démonstration qu'on peut augmenter singulièrement l'inertie de ces toits avec des dispositifs qui sont réversibles, mais qui ont un impact sur la qualité de vie des derniers étages qui est tout à fait indispensable. Le risque, évidemment, si on ne fait rien, c'est de perdre l'habitabilité de ces derniers niveaux. Donc on est là sur une démonstration de dispositifs qui sont possibles, 4 projets magnifiques qui nous donnent envie de les voir réalisés rapidement. Lamia pour compléter. Je voulais juste dire un petit mot sur ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les différents projets en fait, par leur nature en tant que tels. D'abord, évidemment, ils sont tous les 4 extrêmement beaux, mais au-delà de ça, vous avez du public, du privé, et vous avez aussi un certain nombre de batailles administratives qu'il va falloir mener sur ces projets-là, puisque que ce soit sur les cours intérieurs ou sur les toits, on a voilà, quelques petits sujets de ce point de vue-là en termes d'obtention de permis, mais on va mener cette bataille-là ensemble parce qu'elle est indispensable. Et on est là dans la démonstration d'abord d'une superbe coopération et vraiment merci aux différents acteurs et un très haut niveau d'exigence qui, je le crois vraiment sincèrement, va radicalement transformer la ville dans les prochaines années. Super, merci pour ce tour d'horizon dans la première catégorie qui était donc celle de la nature en ville. Je vous propose qu'on passe au deuxième chapitre. Donc dans PLU bioclimatique, il y a bioclimatique, comme son nom l'indique, et évidemment, aux côtés de la nature, l'enjeu de la transition énergétique, qui est un immense chantier qui se présente devant nous. Caroline Haas, que nous dit le PLU bioclimatique en la matière ? Alors d'abord, sans rentrer dans les grands chiffres, hein, mais comme Ariane, je vais vous redire, mais vous le savez qu'une grande part de la consommation énergétique et de la consommation carbone de Paris est liée à l'activité du bâtiment. Donc c'est très logiquement, dans la suite de ce que dit le plan climat, que le PLUB met la transition énergétique et le bioclimatisme vraiment au cœur du PLUB. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais je voulais revenir sur quelques grandes thématiques qui sont promues par le PLUB en matière de transition énergétique et de bioclimatisme. Alors, le premier, c'est évidemment le postulat de base que désormais on utilise les bâtiments existants. Le bâtiment existant, c'est une vraie ressource qu'il faut réutiliser, qu'il faut transformer. Et la démolition, c'est désormais l'exception. Donc ça, je pense que c'est l'alpha et l'oméga, c'est vraiment la base sur laquelle est construite notre PLU. Ensuite, le deuxième sujet qui est extrêmement important, c'est que les bâtiments, ils doivent désormais s'adapter aux nouveaux usages. On veut que la ville soit résiliente. Donc en termes de bioclimatisme, il faut essayer de réfléchir à ça. Puisque les bâtiments vont devoir continuer à exister, il faut réfléchir dans la manière de les transformer ou dans la conception des nouveaux bâtiments, à voir comment ils vont pouvoir évoluer avec le temps et prendre en compte ces usages qui évoluent de plus en plus vite. Il faut penser aussi à un item qui est évidemment la réduction de la consommation énergétique de nos bâtiments. Donc là-dessus, un des items, évidemment une des solutions à laquelle on pense, c'est bien sûr l'isolation thermique, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Et là-dessus, le PLU a proposé des nouvelles mesures, notamment pour faciliter les ITE. Et Lamia en parlait à l'instant, il y a des sujets sur lesquels il va falloir se battre et regarder comment on fait évoluer les choses. Mais je crois que ce sujet de l'ITE, c'est un sujet qui va pouvoir nous occuper dans les prochaines années. Un sujet fondamental, bien sûr, dans le bioclimatisme, c'est la question du confort thermique, du confort d'été, sur lequel, dans les bâtiments, désormais, on ne peut plus du tout faire l'impasse de ce sujet. Et là-dessus, le PLU, par exemple, facilite la mise en œuvre, voire oblige dans les très gros projets, la mise en œuvre de protection solaire. C'est un élément qui est extrêmement important. Alors, autre sujet, c'est la baisse de l'impact carbone et à la fois pour l'utilisation des matériaux, mais la baisse de l'impact carbone aussi en termes énergétiques sur l'exploitation des bâtiments.
Donc le PLU prend en compte ces deux aspects, que ce soit l'aspect fabrication du bâtiment avec les matériaux, mais aussi derrière, comment le bâtiment va vivre et va être exploité. Donc le PLUB promeut, bien sûr, parce qu'on aurait aimé qu'il oblige, mais ça n'a pas été possible. Mais en tous les cas, il promeut très fortement l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés. Et puis, il propose aussi d'avoir recours à des énergies dans l'utilisation, dans la vie du bâtiment, des énergies décarbonées et des énergies renouvelables, hein, comme par exemple la géothermie ou alors le recours à des réseaux de chaleur urbains. Enfin, encore deux items que je vais vous citer, et puis j'arrêterai cette grande liste parce que vous les connaissez, mais je pense que c'est important de repréciser les avancées du PLUB en la matière. La question du bâtiment et de ses espaces libres, avec l'accueil de la biodiversité dans le bâtiment et des espaces libres, et Ariane, tu le disais à l'instant, mais la question de la perméabilité qui est extrêmement importante. Alors sur la biodiversité, désormais le PLU nous fixe un coefficient de biodiversité que les bâtiments doivent accueillir, et on ne peut plus être en deçà. Donc ça c'est important, on donne cette vraie place à la biodiversité. Et puis sur les espaces libres, mais d'abord il y a un pourcentage d'espaces libres extrêmement ambitieux qui a été fixé dans le PLUB et qui nous challenge. Et puis au-delà de ça, les espaces libres doivent être parfaitement perméables, tu le disais à l'instant, et ça aussi c'est vraiment un nouveau paradigme, il me semble. Donc vous le voyez, l'ambition est quand même haute en termes de transition énergétique et de conception bioclimatique. Ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est de voir à quel point, évidemment, dans tous les documents du PLU, ces sujets-là étaient traités. Ils sont traités dès les orientations, bien sûr, du plan d'aménagement et de développement durable. Mais ils sont traités aussi à travers deux OAP qui sont dédiés au bâtiment, et des orientations d'aménagement et de programmation que je vous invite à regarder si vous ne les connaissez pas encore, sur les bâtiments existants, et puis donc, qui s'appelle Héritage et transformation, et sur les bâtiments neufs. Donc là encore, ces deux sujets sont traités, que ce soit la transition énergétique et le bioclimatisme. Et enfin, bien sûr, le règlement fixe la barre extrêmement haute sur tous ces sujets, puisqu'en fait, le PLUB est beaucoup plus exigeant que les réglementations nationales en vigueur. Un exemple, par exemple, sur le confort d'été, eh bien, le DH, qui est l'indicateur du confort d'été, l'exigence en termes de DH dans le PLUB est beaucoup plus grande que sur la réglementation nationale. Donc, c'est vrai que la barre fixée est extrêmement haute en matière de transition énergétique et de bioclimatisme. Et donc, ça a pu... Moi, j'ai participé, j'étais dans l'équipe qui a conçu ce PLUB. C'est vrai qu'on a eu des sueurs froides. Enfin, on avait des interrogations. On se disait, est-ce que c'est possible tout ça? Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'on est hyper volontariste. Mais qu'est-ce que ça va donner? Et donc, je trouve qu'en ça, cette démarche, elle est très intéressante, Apex, parce que elle a dédié déjà une thématique entière à tout ce qui est rénovation énergétique et bioclimatisme, ce qui montre bien l'importance qu'on porte tous à ce sujet-là. Et puis, elle montre que c'est possible de mettre en œuvre des projets hyper ambitieux, et vous le verrez dans les lauréats qui vont être annoncés, mais c'est possible dans des bâtiments patrimoniaux hyper anciens, c'est possible dans des bâtiments patrimoniaux, mais peut-être plus récents, avec du patrimoine du XXe siècle, dans des petits bâtiments de logement comme dans des grandes tours de logement, et c'est possible aussi dans le bâtiment neuf. Donc moi je dirais bravo aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises que vous êtes tous là. Vous êtes au rendez-vous de l'adaptation du bâtiment au changement climatique, et on va le voir, on a tous trouvé des solutions techniques pour répondre à ces ambitions très grandes du PLU. Alors bravo, oui, mais à qui? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous propose que nous dévoilions les lauréats. Le premier lauréat est donc le pavillon de l'Arsenal, qui ne nous accueille pas ce soir, mais qu'on peut applaudir pour son projet de transformation par Data Architect. Je précise qu'il ne nous accueille pas, puisqu'évidemment le projet est enclenché. Deuxième lauréat, patrimoine du 20e, cette fois-ci, ce sont les Olympiades Manhattan-sur-Seine, comme on les appelait parfois, patrimoine de Paris Habitat, par François Brugel, avec Pluriel Architecte, en co-traitant, qu'on peut applaudir tous les trois, et la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Projet suivant, la Gare des Mines, le lot S4, qui est piloté donc par Paris et Métropole Aménagement, aux côtés de Paris Habitat à nouveau. Décidément, Paris Habitat incontournable. Et enfin, le dernier projet est Bardinet, porté par SEM Paris Seine,
avec Pascaline Gasque. Caroline, une réaction au vu de ces 4 projets? Eh bien, c'est ce que je vous disais juste avant. On voit bien la variété des projets et des typologies de bâtiments dans lesquels les ambitions énergétiques et de conception bioclimatique sont forts. Alors, si on prend le pavillon de l'Arsenal, ce qui est hyper intéressant, c'est si vous connaissez bien ce bâtiment, qui est un bâtiment d'architecture du 19e, il faisait quand même très chaud en été et très froid en hiver. Donc là, l'ambition, c'est d'arriver dans un patrimoine emblématique du 19e à faire qu'en été, on est tout simplement moins chaud et en hiver, il fasse bon. Donc ça, c'est une grosse ambition avec 60% d'économies d'énergie qui sont visées dans ce projet. Donc c'est vraiment énorme. Il y a une belle énergie et une belle ambition qui a été relevée par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et puis le sujet des usages qui est extrêmement important parce qu'il faut les faire vivre, ces bâtiments. C'est un bâtiment qui a été qui est utilisé pour du stockage d'œuvres, qui a été utilisé derrière. C'était, je crois, un endroit où on mettait une annexe de la Samaritaine avant, et puis maintenant on y fait la promotion de l'architecture, et donc il faut qu'on fasse évoluer à nos nouveaux usages. Un usage tout simple, c'est l'accessibilité. Il n'était pas optimal du point de vue de l'accessibilité. Cette thématique-là désormais va être prise en compte, et puis comment on fait pour avoir des expos, un petit peu plus de surface d'exposition, mieux faire vivre ce bâtiment. Donc moi je trouve que c'est extrêmement réussi, ambitieux comme projet. Autre sujet, autre patrimoine, un patrimoine du 20e. Bravo à Paris Habitat pour se lancer dans la rénovation thermique. Je ne sais pas si on en dira un mot, mais de ces tours. Donc là, avec un montage d'ailleurs contractuel qui est adapté, j'ai vu au défi qui est le défi énergétique, là, donc avec un MGP qui, j'imagine, permettra de regarder dans le temps si les défis et les objectifs qu'on s'est fixés en phase amont continuent à être réalisés pendant la phase d'exploitation. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Qui dit résilience dit justement qu'il faut qu'on regarde un petit peu comment le bâtiment vit derrière et comment ses usagers s'approprient toutes ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériaux qu'on va mettre en œuvre dans le bâtiment. Le lot S4 de la ZAC Gare des Mines, donc là aussi une belle ambition. Alors il y a une mixité programmatique qui est intéressante là, puisqu'il y a à la fois un équipement sportif et puis du logement, un foyer de vie avec de l'hébergement, une résidence étudiante. Donc ça, cette mixité programmatique, Lamia, tu le rappelais, c'est quelque chose d'important pour que le bâtiment soit pas forcément en unicité et qu'il vive bien. Et puis, il y a une grande ambition en termes de matériaux biosourcés et géosourcés. Il y a du bois, de la brique de terre crue aussi qui est utilisée dans ce bâtiment neuf. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, enfin, un petit mot de Bardinet. Oui. Ah, les maîtres d'œuvre n'ont pas été cités. Donc, qui sont-ils? La Soda qui est marquée ici, avec... Ah oui, je ne les ai pas cités, effectivement, vous avez raison. Mais c'était pas effectivement sur la première diapo, donc la maîtrise d'œuvre, je la nomme, c'est la Soda, et puis Bétillon et Freyermuth, si je ne n'écorche pas le nom. Ah, merci, c'est vrai qu'il faut, il faut remercier toutes les équipes. Et donc le dernier projet, c'est un projet de la SEM Paris-Seine, comme maître d'ouvrage. Et là, c'est quelque chose de moins ambitieux en termes de taille. Et donc, c'est un immeuble de logement en accession. Là, ce qui est sympa sur ce projet aussi, c'est qu'il y aura 30% de bail réel solidaire. Donc ça, c'est hyper intéressant comme produit. Et puis, une grande ambition environnementale avec... du bois, de la brique pleine, de réemploi cette fois, parce que c'est vrai que je n'ai pas cité cette thématique, mais la thématique du réemploi est une thématique qui est importante, avec un rez-de-chaussée actif pour bien faire vivre le quartier, qui est dédié à un équipement associatif. Donc une grande variété, moi je trouve bravo aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage et aux entreprises. À nouveau, c'est vrai que c'est ce qu'on constate là avec ces 2 premières salles. On voit qu'il y a des porteurs de projets publics, des porteurs de projets privés, du neuf, de la réhabilitation, une grande diversité, comme vous dites, sans parler des montages et des architectures en elles-mêmes. Troisième famille, si vous le voulez bien, je vais me tourner à présent vers Cécile Bellard-Duplantis sur la catégorie créer de nouveaux logements. Alors pourquoi vous? Évidemment parce que vous êtes notre maître d'ouvrage, et laquelle ce soir?
directrice générale de Paris Habitat, je le rappelais en introduction. Et donc le PLU, pour vous, c'est votre outil de travail. Vous ne l'avez pas rédigé, mais vous vous en servez tous les jours. Vous allez vous en servir dans les années qui viennent. Alors qu'est-ce que ça change pour vous en matière de création de nouveaux logements, ce PLUB? Alors ça change beaucoup de choses. Et à la fois, ça s'inscrit dans une forme de continuité, une continuité à la fois dans l'histoire de la façon de fabriquer la ville à Paris, et puis en articulation aussi avec l'ensemble des autres outils de travail dont nous disposons. Et je parle notamment du programme local de l'habitat ou de la stratégie en matière de développement du logement social. Et c'est vrai que pour nous, l'ensemble de ces outils forment un tout qui nous permet, dans un contexte un peu compliqué au plan national, là je parle du point de vue du bailleur social, hein, pour trouver les conditions économiques d'un maintien de notre activité. Je dois dire que les outils et la volonté politique qui sont affirmés à Paris nous permettent de résister à un mouvement qui est assez délétère au plan national. Alors, ça nous permet de résister d'abord parce qu'on a un soutien financier de la part de la ville qui ne se dément pas au fil du temps, y compris quand ils sont difficiles. Et puis, un soutien à travers le PLU et cette capacité à inventer de nouvelles façons de fabriquer du logement, de nouvelles façons de créer du foncier, un encouragement aussi à l'innovation, la fixation d'objectifs ambitieux qui ont été rappelés tout à l'heure et qui, au fond, pour la production de nouveaux logements ou pour la réhabilitation de l'existant, sont assez communs. Et je citerai un peu dans le désordre, mais la préemption, la réservation d'espace pour le logement social, la surélévation, le recyclage du bâti existant et notamment les facilités accordées en matière de transformation de bureaux en logements, la végétalisation, ça a aussi été évoqué tout à l'heure. Et pour Paris Habitat, et je pense que nous ne sommes pas les seuls à vivre les choses comme ça, c'est vrai que tous ces encouragements, toutes ces volontés politiques, ça constitue un cadre qui nous amène à nous dépasser, et c'est un peu comme ça qu'on voit le PLU. Et peut-être qu'effectivement, les ambitions peuvent parfois être contraignantes parce qu'elles sont exigeantes, mais nous, on les voit aussi comme une façon de faire mieux. Et nous avons été à la fois très heureux de nous inscrire dans l'appel à projet, et nous sommes très fiers d'avoir plusieurs opérations lauréates. Et effectivement, je crois qu'on a déjà vu à quel point vous avez réussi à sublimer les contraintes en projet parmi les lauréats. Et ce n'est peut-être pas fini. Je vous propose qu'on les regarde à présent, ces lauréats. En commençant par le premier, qui est porté par Galia avec le studio Bellerne. C'est le projet Simon Bolivar dans le 19e arrondissement. Un ancien garage qui devient résidence hôtelière et résidence sociale. Deuxième projet, cours de la métairie dans le 20e, porté par HSF avec François Prinvaux, architecte. Une réhabilitation plus surélévation. Surélévation comme le prochain projet à Auteuil dans le 16e arrondissement, porté par Paris Habitat à nouveau avec Classe Architecte. Surélévation encore pour ce quatrième projet à Mouffetard, porté par Postimo avec JBMN Architecte, qu'on peut applaudir. Un projet de transformation de bureaux en logement. Projet suivant, Bonnier, toujours porté par Paris Habitat, avec Minuit Architecte, une opération neuve cette fois-ci. Et enfin, voilà à quel point vous êtes incontournable sur la scène des Apex. Paris Habitat à nouveau avec Asphalt Architecture pour le projet Pierre Belle, encore une transformation de bureaux en logement. Alors on voit s'afficher derrière vous ces six lauréats. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui montre selon vous et je m'adresse à la fois à la maître d'ouvrage que vous êtes et à l'observatrice aussi, évidemment, de la construction parisienne.
Disons dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, que ces projets vraiment sont le témoignage d'une nouvelle façon de fabriquer la ville, par la conservation, l'adaptation, la transformation de la ville déjà constituée, à travers la recherche d'une mixité de produits qui doit favoriser aussi la mixité sociale, ça a été évoqué en introduction par Lamia, et cette volonté que tout le monde puisse être logé au cœur de la ville. Alors, ce sont des objectifs qui, pour nous, organismes HLM, sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent ils résonnent avec au moins deux des piliers qui fondent notre modèle, qui sont celui de l'accueil généraliste, et cette mixité sociale, c'est ce que ça nous permet de réaliser, et qui sont l'inaliénabilité du patrimoine. Et ça a été évoqué tout à l'heure, la démolition doit demeurer l'exception et la transformation doit devenir la règle. Alors cette conservation, adaptation, transformation, ces 6 projets l'illustrent. On le voit à travers le changement d'usage, puisqu'on a un changement d'usage de bureaux, de garages, d'ateliers qui deviennent des logements. On le voit aussi à travers la nature des interventions qui sont très diverses, puisqu'on a de la démolition-reconstruction, on a de la surélévation, on a de la réhabilitation, de la restructuration. Et il s'agit en somme de tirer parti des bâtiments existants, de leur qualité, de leur singularité, de re-questionner les typologies, ce que permettent les restructurations intérieures, et puis d'utiliser des matériaux sobres, pérennes, comme la brique, les matériaux biosourcés, les matériaux de réemploi ou la filière sèche, qui sont des caractéristiques de ces différents projets. Et puis j'évoquais la mixité sociale, c'est vrai qu'on la voit à travers la mixité, la diversité des produits, logements privés, sociaux, voire très sociaux, puisqu'on a une résidence sociale parmi les lauréats. Et puis j'insisterai aussi sur un autre point qui est la diversité territoriale de ces projets, qui permettent aussi de rééquilibrer l'offre de logements à travers la ville. Et à noter d'ailleurs qu'au croisement de ces enjeux de recyclage urbain et de mixité sociale, on trouve l'occupation temporaire des lieux. Et je cite de ce point de vue 2 exemples que je connais bien, parce qu'il s'agit des projets de Paris Habitat, et l'un avec France Terre d'Asile, et l'un avec un collectif d'artistes, Art sous X. Et c'est aussi important de savoir ce qu'on fait pendant qu'on monte les projets. Et puis pour finir, je pense que ces projets ils sont intéressants par ce qu'ils disent aussi de l'engagement de tous dans la dynamique du PLU, puisqu'on voit là qu'on a à la fois la ville, bien sûr, mais aussi les aménageurs, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Et je voudrais profiter de ce petit temps pour à la fois féliciter l'ensemble des maîtres d'ouvrage et l'ensemble des maîtres d'œuvre qui ont présenté des projets, et puis faire un salut particulier aux équipes de Paris Habitat et aux architectes qui nous accompagnent, avec lesquels on a vraiment beaucoup de bonheur à travailler. On félicite également, effectivement. Merci beaucoup Cécile Bellard-Duplantis, et bravo à nouveau. Lamia El Harraj, un petit mot sur cette catégorie logement. Oui, je voulais juste insister sur 3 points, mais très rapidement pour ne pas rallonger davantage la soirée. D'abord, remercier les bailleurs sociaux qui s'engagent à nos côtés dans cette bataille-là, qui est celle de la création de logements à Paris. C'est un enjeu capital dans les prochaines années. Et c'est vrai qu'on essaye de porter ce message de plaidoyer aussi auprès de tous les acteurs de l'immobilier en disant nous avons un besoin impératif de permettre aux gens de se loger dans des conditions acceptables et abordables à Paris. Et donc, au-delà de ça, on montre l'exemple du côté de la ville, et tout à l'heure, mon collègue Jacques Baudrier vous en dira un mot. On montre l'exemple d'abord en créant du logement, mais aussi en accompagnant financièrement, dans un moment de très grande tension économique, les différents acteurs, et sans rien rogner de l'exigence de qualité de matériaux, l'exigence numérique qu'on met sur les créations de logements, et l'exigence aussi de vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. C'est le message que je voulais porter aujourd'hui, parce que c'est extrêmement important pour nous. On sait qu'on est dans un contexte économique difficile et qu'il faut que les acteurs publics que nous sommes tiennent la barre fermement à vos côtés. Et c'est le message qu'on voulait vous envoyer ce soir. Deuxièmement, la question de la transformation, vous le voyez, ça a beaucoup fait débat sur le PLU, la question du pastillage avec, quand je dis débat, je le dis de façon polie, et c'est sans doute l'euphémisme de la soirée. Mais en tout cas, dire aussi que ce pastillage, d'abord, il s'est fait en bonne intelligence, il s'est fait dans la discussion et la concertation, et qu'on n'est pas une entité fermée, obtuse, qui refuse toute discussion et tout dialogue avec les propriétaires. En revanche, à un moment, nous avons ce besoin impératif
impérieux, de répondre aux besoins du collectif, et c'est le sens de nos engagements. Et enfin, le dernier point, la question de la surélévation qui est extrêmement importante. Nous sommes en train de travailler sur un plan de surélévation avec des adresses qui sont identifiées de façon à aller vers plus de hauteur pour créer du logement, aussi de la richesse, forcément. En tout cas, c'est pas un sujet tabou pour nous, et là vous le voyez bien, c'est un sujet qu'on met sur la table, et je tenais à ce que nous puissions montrer des opérations de surélévation, parce que si vous avez dans vos escarcelles des possibilités de surélévation, n'hésitez pas à revenir vers nous, et j'en redirai un mot après. Et donc, mot d'ordre aussi aux architectes qui peuvent s'en emparer, hein, même si ce n'est pas forcément les plus lucratifs comme opération, c'est les plus compliqués, mais sans doute aussi parmi les plus intéressantes. Je me tourne à présent vers Alexandre Labasse pour notre ultime catégorie, la 4e, faire vivre le quartier du quart d'heure. Alors, c'est un mot d'ordre qui circulait depuis un moment, le voilà transcrit en droit local, dans le PLU-B. Comment ça se manifeste ? Avant de rappeler comment ça se manifeste, peut-être un point, parce que Lamia l'a évoqué au début, c'est la ville du quart d'heure, ou la ville de la proximité, c'est ce qui rend la ville désirable et habitable, parce qu'on peut avoir un commerce, on peut avoir un équipement, on peut aussi avoir un espace vert à proximité de chez soi. Ça pose par contre 2 défis. Le premier défi, c'est évidemment d'avoir une connaissance extrêmement fine du tissu urbain. Et c'est peut-être pour ça que je parle ce soir, c'est la question de se dire comment on se renseigne sur les 72 000 parcelles, sur les 158 000 bâtiments parisiens, et de croiser ces données patrimoniales avec d'autres données, des données sociales, des données énergétiques, des données commerciales, et donc de faire ce croisement pour réussir à déterminer des lieux. Et là, ça devient le 2e défi de la ville du quart d'heure, c'est que c'est super de dire on veut faire une ville du quart d'heure, mais pour la faire, il faut la faire véritablement, et il faut la faire à l'adresse. Et pour ça, le PLU il a développé des outils, alors certains qui sont pas spécifiques au PLU-B, mais qui étaient déjà là, type les linéaires commerciaux, il y en avait déjà 300 km, on en a rajouté encore 20 km là, mais c'est ce qui vous permet d'avoir des commerces en bas de chez vous et de les préserver demain, c'est-à-dire qu'un commerce ne peut pas être remplacé par autre chose qu'un commerce. Et puis, c'est aussi des dispositifs pour accompagner la question de la fabrication, qui est extrêmement importante. Comment on continue à fabriquer dans Paris ? Je pense aux clés à molette, chère Ariane Boulot. Les 120 clés à molette, c'est-à-dire des lieux où aujourd'hui, il y a des ateliers, il y a des lieux pour fabriquer, et on veut préserver ces lieux, donc on ne peut pas les changer demain. Il y a aussi, évidemment, les PLOC pour donc les périmètres de localisation, pour la question de la logistique. Il n'y a pas de ville du quart d'heure sans qu'il y ait une logistique. Je vois Jonathan Sévac dans la salle, mais évidemment, il en retirera un mot après peut-être. Mais c'est évidemment fondamental d'avoir ce lien très fort avec la question de l'approvisionnement de la ville. Et puis, il y a des emplacements réservés. Alors, les emplacements réservés, c'est quoi ? C'est simplement de dire sur un plan de Paris, où est-ce qu'il y a un déficit ? Et dans ce secteur où il y a un déficit, où est-ce qu'on pourra mettre demain un équipement de santé ? Évidemment, c'est le premier exemple qui nous vient à l'esprit, parce qu'on sait qu'il y a une révolution de la façon de se soigner en ville, avec un départ massif des généralistes, avec d'autres façons de pratiquer. Donc il faut que la ville aide les nouveaux à s'installer. Donc c'est sur la santé, c'est également sur le sport, c'est également sur la culture, c'est également, et on le verra dans les exemples. Et puis enfin, le dernier point, c'est aussi de cibler des zones particulières dans lesquelles la ville veut avoir une attitude forte et ambitieuse depuis très longtemps et forte ambitieuse aujourd'hui, notamment la ceinture verte du périphérique, où il y a aujourd'hui une attente de contribuer et de continuer à avoir des équipements sportifs, et évidemment dans le cadre de la transformation du boulevard périphérique qui ne vous a pas échappé avec le succès qu'elle rencontre. Magnifique, eh bien allons voir ça sur le terrain avec nos lauréats, nos 5 lauréats si je ne me trompe pas. Le premier est justement dans cette fameuse ceinture verte, c'est la Cité des Sports portée par la CEMAPA avec NZI Architectes. La logistique, tu en parlais, on le retrouve sur notre 2e lauréat, qui sont les Amarres dans le 13e arrondissement, la Sogaris, avec Encore Heureux et AREP, le tout en partenariat avec Aropa. 3e projet, la Maison des Médias Libres, avec Olivier Legrain et la foncière Belleville. Et on retrouve à nouveau Encore Heureux avec Belleval et Parquet. Projet suivant, c'est
Diderot, porté par Paris Habitat, décidément, avec Baumann. On peut applaudir. Équipement de santé. Mais tu vas nous repréciser tout ça dans un instant, Alexandre. Et enfin, Python du Vernois, l'accueil des étudiants, un programme porté par Kaufmann & Broad, avec une maîtrise d'œuvre pas encore désignée, concours à venir. Donc tenez-vous prêts, ça va être dans les starting blocks. En tout cas, on peut applaudir ce projet de Python du Vernois. Un mot sur les projets, Alexandre. Ça traverse tous les grands enjeux des métropoles aujourd'hui. Il y a la question, je l'ai dit, de la logistique, évidemment, que ce projet inspirant des amarres, logistique fluviale, donc décarbonée, et un projet mixte avec aussi du co-working à l'intérieur. Il y a la question, évidemment, des médias libres et cette transformation du bâti, l'habitabilité des toits, le respect du patrimoine qui est extrêmement intéressant. La Cité des Sports qui s'inscrit et portée par la CEMAPA, et qui s'inscrit évidemment dans la suite du travail sur les Jeux Olympiques. Le travail de l'équipement de santé qui est au pied d'un immeuble porté par Paris Habitat. Et puis peut-être un mot sur le dernier, parce que je pense que c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui, parisiens et grands parisiens, c'est la question des étudiants. C'est la question des étudiants. Il y a aujourd'hui 350 000 étudiants à Paris. Il y a 100 000 étudiants de plus qu'en 2003. On ne cesse d'avoir de plus en plus d'étudiants. On est en train de faire une ville campus, on est en train de faire une métropole campus. Il y a 550 000 étudiants à l'échelle de la métropole, il y en a 790 000 à l'échelle de la région Île-de-France. Le transfert qui a eu lieu avec U3M, le plan de la ville, qui ont permis de mettre d'autres universités, une autre géographie, ils n'ont pas asséché. C'est plutôt une explosion du nombre d'habitants. Il faut maintenant les loger, continuer à les accueillir. On sait qu'il y a plusieurs étudiants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique qui auraient bien envie de venir aujourd'hui à Paris. Voilà. Effectivement. Ben merci, merci Alexandre. Tu voulais redire un mot là-dessus ? Eh bien, merci Alexandre. Merci à tous les quatre du coup. Cécile Devoir-Duplantis, Carolina, Sariane Boulot, Alexandre, que je viens d'oublier à l'instant, et Lamia El Haraj, qu'on va retrouver dans un instant. Je vous libère, je vous laisse regagner vos sièges. On peut les applaudir tous les quatre. Donc on l'a dit, ce PLU, c'est un document de travail. Donc vous allez devoir apprendre à composer avec, à mettre vos mains dans le cambouis. Heureusement, la ville vous y aide avec cet outil, le portail Règles d'urbanisme, qui va vous être présenté par Alexandre Puchli, chef du bureau organisation des systèmes d'information, et Lisa Lévy, chef du pôle SI PLU, qui ont donc tous les deux travaillé sur ce portail que je vous laisse nous dévoiler. Merci, bonsoir à tous. Donc nous avons travaillé sur ce portail, mais pas tout seul en fait. On a travaillé avec des partenaires, les futurs utilisateurs du système d'information du PLU, à savoir donc, merci, à savoir les Petites Chevreux. Donc on a conçu ce portail avec les notaires et également en association avec des architectes du CROAIF. Donc on dispose de 5 minutes pour vous donner un aperçu de ce portail qui se veut ergonomique, simple d'utilisation et qui vous permet de consulter toutes les informations réglementaires concernant le PLU et les PSMV. Donc je vais laisser ma collègue Lisa présenter le portail. Oui. Alors il y a une vidéo qui doit se déclencher. On va voir apparaître en vidéo, effectivement. Oui, alors on va présenter les différentes fonctionnalités de ce portail. Donc tout d'abord, on a la page d'accueil. On peut retrouver toutes les règles qui sont essentielles à comprendre pour entreprendre des projets d'urbanisme. On a accès via 2 barres de recherche aux règles qui nous concernent, où on peut consulter directement la réglementation. Ensuite, on peut trouver des exemples de demandes fréquentes des Parisiens relatives à la réalisation de projets. Donc, par exemple, si on veut créer un local dans notre cour d'immeuble, on peut, en cliquant ici, retrouver toutes les démarches à entreprendre et on arrive donc sur une structure de page type qui nous accompagne dans l'ensemble des étapes à suivre, donc depuis la consultation des informations utiles sur le portail jusqu'à la constitution de notre dossier de demande d'autorisation. Ensuite, pour en savoir plus, on peut consulter la page suivante qui s'intitule « Comprendre les règles d'urbanisme ». Donc c'est une page à visée pédagogique qui nous permet de retrouver des explications sur le PLUB, sur les PSMV,
sur les annexes de ces règlements et aussi sur le cas particulier du Jardin du Luxembourg. Ensuite, on a un troisième onglet dans ce portail qui correspond à la page cartographie. Et donc, on a à disposition une carte dynamique du territoire parisien. Cette carte est dotée d'une légende et de différents fonds de plan. Et on peut aussi effectuer une recherche par adresse. Donc, par exemple, si on saisit le 126 rue de Rivoli, la carte va être zoomée sur la parcelle correspondante. Et en dessous, on retrouve toutes les règles de la parcelle via 2 onglets. Donc, dans le premier onglet, identification de la parcelle, on va retrouver le numéro de la parcelle et les différentes adresses concernées. Et on va pouvoir avoir accès à différentes ressources externes. Donc, par exemple, la notice des renseignements d'urbanisme, également des pages paris.fr relatives aux droits de préemption ou encore aux certificats et aux démarches d'urbanisme. On peut aussi consulter l'historique des autorisations sur la parcelle. Et enfin, on a accès à des plans avec l'ensemble des plans réglementaires qui impactent la parcelle qui sont téléchargeables. Ensuite, dans le deuxième onglet des règles applicables à la parcelle, on retrouve toutes les prescriptions d'urbanisme concernées avec des explications associées et on les retrouve aussi en légende. Ensuite, on a un quatrième onglet qui correspond à la page documentation et qui nous permet de consulter l'intégralité de ces 3 règlements et également de les télécharger en PDF. Une autre fonctionnalité intéressante de cette page documentation, c'est la recherche par mots-clés. Donc si on veut savoir quel document traite par exemple de la végétalisation, on peut saisir ce terme dans la barre de recherche et ensuite le terme apparaît en gras dans les résultats que l'on peut aussi filtrer par partie de règlement. Et enfin, on a une dernière page « Contactez-nous » qui nous permet de poser nos questions suite à notre visite du site et également d'être accompagnés dans nos démarches par les services de la ville. Et enfin, il ne faut pas hésiter à laisser un avis sur le site via le questionnaire de satisfaction qui est également accessible depuis la page d'accueil. Voilà pour les différentes fonctionnalités. Alors, je vous incite à aller vraiment sur ce formulaire de satisfaction parce que vous pouvez donner également vos avis et vos propositions d'amélioration qu'on prendra en compte pour construire une V2 qui doit être mise à disposition au cours du second semestre de cette année. Voilà, et puis on travaille aussi sur d'autres sujets un peu plus technologiques, sur la mise en place d'un chatbot qu'on appelle UrbanBot, et qui vise à spécialiser dans le domaine de l'urbanisme et qui vise à finalement rendre plus accessibles ces notions qui sont pour les particuliers un peu obscures quelquefois. Même parfois pour les architectes, je vous rassure. Merci à tous les deux et bravo, on peut les applaudir. En attendant, le message est passé. Ruez-vous sur règles au pluriel-urbanisme.paris.fr et je vais proposer à Lamia El Harrach de revenir pour le mot de la fin. Je voudrais inviter Jacques, vous m'entendez ? Ouais. Jacques Baudry, mon collègue, à se joindre à moi pour la conclusion et je vais le laisser commencer parce que Jacques a été d'abord un architecte de ce PLU et sur les questions de logement, s'est beaucoup engagé sur ce sujet-là et je sais combien à la fois il tient à insister sans doute sur le volume, sur la qualité, mais aussi sur le budget et l'engagement de la ville. Donc je trouvais ça intéressant qu'il puisse insister sur ce message-là au cas où vous ne l'auriez pas complètement encore saisi. Merci beaucoup Lamia. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vois beaucoup de têtes sur lesquelles on a travaillé ensemble sur le PLU pendant 5 ans. Donc c'est un plaisir de le voir se réaliser, se concrétiser. C'est une belle soirée aujourd'hui, plus à l'Académie du Climat, ce qui ne gâche rien. Je suis très heureux de voir tous ces beaux projets qui reflètent vraiment notre volonté quand a été travaillé le PLU. Plus de pleine terre. Et on voit d'ailleurs, il y a des projets qui permettent, en transformation de bâtiments existants, de créer de la pleine terre. C'est le cas emblématique. On dit moins de voitures, plus de nature. C'est le projet du garage Bolivar. C'est beaucoup moins de voitures, un très gros immeuble, du logement, mais aussi de la nature avec de la pleine terre qui va être créée. Donc ça correspond bien. La promesse est concrétisée dès maintenant. La grande promesse du PLU, c'était vraiment de préserver énormément d'espaces verts, d'espaces à végétaliser, mais
pour autant ne pas construire moins de logements. Construire toujours autant de logements et autant de logements sociaux, avec des règles extrêmement complexes, mais qui trouvent leur concrétisation ici. Donc c'est favoriser la construction, la transformation de l'existant. On voit là, on a dans la catégorie logement, un garage, 2 immeubles de bureaux, voilà, on est bien. Et puis le mieux, on a, alors là c'est le projet Mouffetard, il est encore mieux, c'est un immeuble de bureau surélevé. Alors transformé et surélevé. Donc là, c'est le double, voilà, le double effet qui se coule du PLU, il aura une double médaille, un double prix. Donc c'est exactement, et on retrouve, c'est la vision du PLU, plus de logements, et donc on peut arriver avec ce PLU qui construira beaucoup moins en pleine terre à construire autant de logements et autant de logements sociaux. Et bien sûr la surélévation, j'en dirai un mot, parce qu'il y a eu toujours beaucoup de fantasmes sur cette réalité de surélévation. Dans le bilan du PLU précédent, c'est la surélévation, c'est de l'ordre de 50 à 60 logements par an. Donc c'est même pas epsilon, c'est 1% de epsilon. C'est ridicule à l'échelle du patrimoine de Paris d'1 400 000 logements. C'est pratiquement zéro surélévation. Donc notre but est bien sûr de développer la surélévation pour créer du logement social. Et je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de projets de surélévation de logements sociaux. Je tiens à féliciter HSF, qui est un petit bailleur, mais qui est le grand bailleur de la surélévation, puisque là, il y a un projet qui a été primé, mais ils en ont 30. Ils ont fait 100% de leur parc. Bravo. Je demande à tous les bailleurs sociaux, ils le savent, mais je le redis une fois de plus, faites comme HSF, surtout. Donc c'est pour faire plus de logements sociaux. Et pour, dans le privé aussi, et là, le problème, c'est on a accordé des prix, mais il y a ceux qui n'ont pas eu de prix. Donc il n'y a aucune proposition de surélévation d'immeubles privés. C'est simple parce que, savez, moi j'en connais 2 qui ont été faites à Paris, des surélévations d'immeubles privés pour rénover en même temps. Et j'aimerais bien que dans les futures soirées où tu nous inviteras à Apex, qu'il y ait des projets de surélévation de bâtiments privés pour leur permettre de rénover. Parce Il a caché mon annonce. Parce que c'est une attente énorme et on a beaucoup de bâtiments qu'on n'arrivera pas à rénover en termes d'économie si on ne les surélève pas. Et en tout cas, même si on arrive au maximum de ce PLU à surélever beaucoup plus, ça sera toujours epsilon par rapport à l'offre de logements à Paris. Sur 15 ans, ça sera moins de 1% de l'offre actuelle de logements à Paris. Donc le fantasme de la surélévation qui densifierait la ville n'existe pas dans la réalité, et même en faisant 10 fois plus que permet ce PLU. Donc c'est vraiment le message, je voudrais dire. Dépassons ce débat, et ça sera surélévation, ça sera l'outil de la rénovation avant tout. Voilà, sur l'aspect surélévation. Et enfin, je voudrais dire que ce PLU, et on voit tous ces projets, ils ont quand même une grande qualité. C'est qu'ils respectent l'ARE 2020, seuil 2028. Et je voudrais dire, au moment où il y en a beaucoup, y compris au gouvernement, qui souhaitent qui souhaitent remettre en cause cette réglementation environnementale, qui est un énorme acquis que collectivement on a porté, cette soirée et ce PLU, c'est un outil de montrer que l'ARE 2020, seuil 2028, que le gouvernement veut, ça marche, ça fonctionne. Et ça doit être un outil pour le défendre. Et pour finir, je voudrais vous dire que c'était un bel exemple. Lors du Forum international Bois Construction, un quart des projets que vous présentiez, il y avait beaucoup de maîtres d'œuvre qui étaient, c'était des projets de Paris. Et c'était le meilleur image au niveau national au PLU de Paris. Et enfin, pour dire, tu m'as demandé de rappeler le budget. Tout ça, il y a beaucoup de projets de bailleurs sociaux. Tout ça est aussi possible parce que, on n'a pas remercié, mais Anne Hidalgo et son adjoint aux finances, tout ça, c'est parce que mon budget est de 800 millions d'euros l'année et nous permet d'apporter 600 millions d'euros de subventions à la production de logement social à Paris. 600 millions pour Paris. Le budget de l'État pour la France, c'est 400 millions. Je pense qu'il y a un petit problème avec le budget de l'État. Merci beaucoup. Jacques, donc voici venu le mot de la fin. D'abord, vous remercier toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Et au-delà de ça, l'idée, c'était pas que la soirée soit trop longue, mais que nous puissions quand même partager quelques éléments. Moi, ma conclusion personnelle, je ne serai pas objective, vous le remarquerez, mais quand même, je vais vous la partager. C'est que je crois que ce PLU nous permet de toucher du doigt une forme d'équilibre, mais cet équilibre, à ce stade, il est écrit dans les textes. Et on a essayé de le vulgariser avec le site internet que vous avez vu. Ça a pris beaucoup de bandes passantes à la direction de l'urbanisme et vraiment je les remercie parce que c'était nécessaire de pouvoir faire beaucoup de pédagogie et de vulgarisation sur un outil qui est quand même assez dense et pas toujours très simple à appréhender. Deuxième euphémisme de la soirée. Mais je pense qu'on touche du doigt une forme d'équilibre en différents enjeux. Mais cet équilibre-là, il n'est pas possible sans vous. Et il ne sera pas tenable sans vous. Donc moi, j'avais plusieurs messages à vous faire passer ce soir. Ici, vous avez vu la première salve de lauréats de l'APEX. Il y en aura une deuxième
à horizon octobre-novembre, on va dire l'automne, pour justement valoriser aussi d'autres types de projets avec une modalité un tout petit peu différente, parce qu'on aura intégré, a priori, je parle sous le contrôle d'Ariane, aussi des concours de maîtrise d'ouvrage, ce qui n'était pas possible dans les délais de cette salve-là, à part sur le projet Kaufmann sur Python, qu'on a intégré sur ce volet. Donc le champ des possibles est encore ouvert. Au-delà de ça, ce que je trouvais intéressant dans les différents lauréats, ça a été différents projets emblématiques de différentes ambitions qu'on s'est posées. La végétalisation, la surélévation, la transformation, la réhabilitation, la création de logements, j'en oublie plein, bien sûr, les équipements sportifs. Donc un niveau d'ambition qui est très important. Et vous dire que si on a fait ce PLU, c'est pour qu'il soit faisable, pour qu'il soit réalisable et que vous puissiez continuer à imaginer la ville avec nous. Parce que sans vous, en fait, c'est tout simplement pas possible. Donc nous, on est à vos côtés, on est là pour vous accompagner, on est là pour essayer de vous simplifier la vie. Je sais, c'est pas toujours évident comme ça, mais vous dire aussi qu'on sera à vos côtés sur des batailles qui vont être difficiles. J'ai commencé mon propos tout à l'heure en parlant de la question du patrimoine. On a 2 projets lauréats où on sait qu'il va y avoir une bataille aussi à mener avec les ABF, et vous dire que, d'abord, j'adore les batailles, et en plus de ça, il faut qu'on les mène et il faut qu'on les gagne, parce que c'est un impératif qui se pose à nous pour les prochaines années. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on ne végétalise pas les toits de Paris, la chaleur sera étouffante et sera sans doute mortelle. Si on n'arrive pas à travailler sur ces espaces intérieurs dans les cours, que ce soit de l'haussmannien ou ce soit par ailleurs pas de l'haussmannien, en fait, c'est quand même du gâchis quand on voit tout cet espace. Et il y a une cartographie passionnante qui a été faite par la Pure et par Polytechnique Lausanne, avec cet atlas qui a été présenté il n'y a pas longtemps au pavillon de l'Arsenal, qui recense vraiment tous les endroits où, cette carte, je la vois comme... En fait, c'est dommage, vous pourriez faire de la végétalisation et en fait, vous n'en profitez pas. Voilà comment on aborde cette phase qui s'ouvre. Par ailleurs, j'aimerais, je l'ai dit tout à l'heure, pareil dans mon propos introductif, et j'aimerais finir là-dessus, je pense qu'on a une responsabilité singulière. Aujourd'hui, c'est une vraie réflexion, une concertation sur c'est quoi l'architecture à l'heure du bioclimatique. Cette responsabilité, c'est celle d'une grande concertation. On va revenir vers vous dans les prochaines semaines avec les modalités précises de sa mise en œuvre. Mais pour dire qu'il ne faut pas opposer le climat aux enjeux économiques. Il ne faut pas opposer le climat au social. Il ne faut pas opposer, par ailleurs, le social aux enjeux économiques. Bref, tout se tient et donc nous avons la responsabilité de maintenir cet équilibre-là. Et j'aimerais aussi dire aux architectes que nous allons travailler ensemble dans les prochains temps sur comment est-ce qu'on préserve le geste architectural, comment est-ce qu'on protège aussi le travail qui est le vôtre, à la fois cette capacité créatrice, mais aussi sa transcription concrète dans ce qui est... livré en fait au final. Je ne vous cache pas que parfois on a des surprises entre ce qui nous a été présenté et ce qui est livré finalement. On se dit ah tiens c'était bon, voilà c'était peut-être pas tout à fait comme ça qu'on aurait vu les choses. Et je pense que là-dessus il faut qu'on ait une vraie réflexion. Je parle des architectes, mais je parle aussi des promoteurs, des acteurs économiques qui investissent où la question de la beauté elle ne peut pas être en contradiction avec les enjeux économiques. Et on a la responsabilité de ne pas dégrader les projets parce que Paris, c'est Paris, et que cette responsabilité de la préservation, de la singularité et de la signature architecturale de Paris, elle est entre nos mains à tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois qu'il y avait autre chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Merci beaucoup, Lamia El Harraj. Merci, cher Jacques Baudrier. Merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive. Merci également, je salue nos internautes.